a choisi à Interhapi de prendre l'angle d'un stagiaire pour défricher le travail. Mais au-delà du défrichage, on a eu la chance de tomber sur Chloé, qui a beaucoup travaillé le sujet et on a été au-delà du défrichage avec vraiment, vous allez le voir, beaucoup d'informations. Alors bien sûr, on partait de loin puisqu'il y avait pas grand-chose de fait, à ce niveau-là pour la filière. Mais voilà, là, on a vraiment un 1er travail, mais qui ouvre énormément de portes. Vous allez le voir à la suite de ce webinaire, donc vous allez avoir beaucoup d'informations, c'est dense, mais derrière, ça pose aussi des questions et il y aura une suite, ça paraît assez évident, déjà vu l'engouement pour le sujet aussi. Je pense que beaucoup de gens n'étaient pas, vraiment au fait, des possibilités, sur les allégations de santé. Donc là, après, on le saura à peu près tous. Certains nous ont déjà demandé d'intervenir sur ce sujet-là. Alors c'est pas, pour l'instant, nous n'avons pas la capacité de le faire puisque, Chloé n'étant que stagiaire, voilà, elle n'est pas salariée d'Inthérapie. Donc vous pourrez bien sûr réutiliser tout ce travail-là. Heu, Nous allons mettre en ligne, David, notre chargé de communication va s'occuper, de mettre en ligne, l'ensemble du rapport qui aura été rendu par Chloé. Donc vous aurez tous les éléments qui vous seront présentés aujourd'hui, vous pourrez les retrouver, vous pourrez les utiliser bien évidemment. Mais de toute façon, on va aller plus loin sur le sujet et on va voir sous quelle forme après, au sein d'Inthérapie dans les différentes commissions. Donc pour ceux qui participent, au travail interprofessionnel, je vous invite à vous rapprocher de vos structures et voilà, de faire des propositions, par rapport à ce qu'on vous aura présenté. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Puisque on ne pourra pas tout faire en une fois non plus, ça sera certainement un travail sur plusieurs années. Voilà, donc je ne vais pas dévoiler le travail de Chloé, elle va le faire, beaucoup mieux que moi. Donc, je vais lui laisser, faire cette présentation. Donc, encore une fois, la remercier pour cet excellent travail et puis vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, ce qui montre effectivement l'intérêt du sujet et ce qui va nous encourager effectivement à continuer, sur cette voie. Dire peut-être aussi que nous avons, Clara, qui est notre salariée, qui suit, actuellement cette commission où, ces sujets sont, sont développés, donc la commission économie de la filière. Voilà, donc c'est elle qui sera votre interlocutrice, si vous souhaitez effectivement, vous avez des questions après ou s'il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà, voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à Chloé. Bon webinaire à tous et à toutes et vous aurez à la fin du webinaire, de toute façon, la possibilité, d'échanger aussi, de poser des questions, bien évidemment et nous ferons un retour par rapport aux questions aussi, parce qu'il y a peut-être des questions, où la réponse est dedans, mais d'autres où ça ne sera pas le cas. Donc on fera aussi, un condensé des questions et on préparera, un retour sur les questions, évidemment aussi, un peu plus tard. Merci à toutes et à tous. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je m'excuse par avance, je ne vais pas regarder, fixement ma caméra parce que j'ai 2 écrans pour bien voir la présentation. Je sais que c'est un peu moins agréable. Donc, comme, il a été présenté, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés, sur, ce que c'est qu'une allégation de santé, comment l'utiliser, quelles sont les règles et cetera. Donc aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, comme l'a dit Eric précédemment, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Je vous redonnerai toutes les informations en fin. Clara l'a précisé dans la conversation, ce webinaire est enregistré pour pouvoir le rediffuser plus tard, sur le site d'Inthérapie dans le cas où vous auriez besoin de revoir certains passages ou pour les personnes qui ne peuvent pas y assister aujourd'hui. Donc, voilà. Et alors, je vais vous demander de bien couper vos micros tout le long de la présentation, qui va durer une cinquantaine de minutes, 1 heure et ensuite on va vous laisser une demi heure, 30 minutes de questions. Donc voilà, si vous avez toutes vos questions, je vous invite à les noter, à les conserver et on reviendra à la fin, dans un temps dédié et donc comme, ça a été précisé avant, si jamais il y a des questions auxquelles, on ne sait pas en mesure pour l'instant de répondre, voilà, on fera un condensé des questions et on y répondra et cetera. Pour commencer cette présentation, je vous propose de faire un petit retour très rapide, hein, parce que c'est pas l'objet, du sujet. Donc juste rappel, donc l'Inthérapie, pourquoi est-ce que je suis là? Qui suis-je? Déjà, tout simplement pour commencer. Donc, comme, l'a dit Eric, j'étais en stage à Inthérapie, dans le cadre de mes études de pharmacie puisque je suis, pharmacienne et donc j'ai été accueillie à Inthérapie pour répondre à tout ce qui était des questions liées aux allégations de santé au sein d'Inthérapie. Inthérapie qui est l'interprofession des produits de la ruche et qui représente donc, la filière, sur, 3 axes, donc représenter la filière et défendre ses intérêts, mettre en œuvre les actions au service de la filière, organiser le dialogue de l'interprofession
Et donc pourquoi est-ce qu'on a donc demandé, à faire un travail? Pourquoi avoir recruté une stagiaire sur les allégations de santé? En fait, il y a beaucoup de constats qui ont été faits, donc Eric en a cité plusieurs, des questions qui ont été amenées par des professionnels, des acteurs qui sont venus poser des questions et cetera. Pour introduire le sujet, je proposais d'introduire en fait à partir, de l'enquête de la DGCCRF qui a été faite en 2019 sur les allégations de santé. En fait, la DGCCRF est allée faire un contrôle de terrain sur 322 établissements. Ça concernait des établissements physiques comme des sites internet et la conclusion en a été tirée que 44 de non-conformité avaient été observées pour l'emploi des allégations de santé, dont les produits de la Dont rue. les C'est produits de parti. la rue. C'est parti. Donc à part suite de ça, il y a eu 60 avertissements, 71 injonctions et 17 procès-verbaux. Et donc la conclusion de la DGCCRF, c'est que cette non-conformité a été surtout liée à une méconnaissance de la réglementation. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette réglementation pour donner les informations clés et que tout le monde soit au fait de la situation. Donc, quels sont les objectifs de ce webinaire? Les voici. Donc dans un premier temps, ça va être tout simplement de savoir ce que c'est qu'une allégation de santé, parce qu'on connaît le terme, mais en fait, c'est parfois, plus compliqué qu'il n'y paraît. Ensuite, ça va être de pouvoir différencier l'allégation de santé et l'allégation thérapeutique. Je reviendrai sur, pourquoi est-ce que c'est très important de différencier les 2 et surtout quelle est sa différence. Ensuite, l'objectif sera de connaître le cadre pour permettre son respect. Donc, on va un petit peu voir tout ce qui est réglementaire, quel est le cadre en fait tout simplement des allégations de santé. Ensuite, on va sensibiliser au risque de non-conformité. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer quelles sont les conséquences auxquelles on s'expose quand on est en situation de non-conformité. Enfin, on va expliquer la notion des allégations en attente. Donc ça, je garde un petit peu le mystère. On reviendra là-dessus un petit peu pour expliquer ce statut très particulier des allégations. Et nous finirons par expliquer le statut du complément alimentaire. Alors, je reviendrai là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler du complément alimentaire. Voilà pour les objectifs. Donc, le déroulé de la séance, en fait, se fait en 4 modules. Donc, le premier temps, ça va être définition. Donc, tout simplement définir ce qu'est qu'une allégation de santé, quels sont les différents types d'allégations de santé. Ensuite, on va parler du cadre réglementaire. Donc, tout simplement, quels sont les textes de référence, comment est-ce qu'on peut employer une allégation de santé, comment est-ce qu'on autorise une allégation de santé ou non, et cetera. Ensuite, on va parler du cas du pollen et des allégations de santé en attente, donc je reviendrai là-dessus et on finira sur le focus du complément alimentaire et enfin, il y aura ce temps de questions-réponses où là, vous pourrez prendre la parole, et pour répondre, pour poser des questions auxquelles j'y répondrai de mon mieux et auxquelles on pourra vous répondre aussi ultérieurement. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, directement sur les définitions. Alors, une allégation se définit par tout message ou toute représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le texte de loi pour définir ce qu'est qu'une allégation de santé. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est 3 points très importants. Tout d'abord, c'est qu'une allégation, donc ce n'est pas forcément une phrase, c'est pas forcément sujet, verbe, complément. Ça peut être un texte, comme en général on le voit. Ça peut être juste un mot, donc par exemple tonicité, on reviendra sur ce sujet. Ça peut être une photo, ça peut être un dessin qui affirme ou alors qui sous-entend qu'il y a un lien, une caractéristique particulière entre la denrée alimentaire et donc cette caractéristique. Voilà, il n'y a pas besoin de l'affirmer. Même si on le sous-entend, on est déjà dans la définition de l'allégation. Et ces caractéristiques particulières, en fait, elles peuvent être de 3 types. Vous allez avoir les caractéristiques particulières nutritionnelles, donc de votre denrée, celles de santé et celles thérapeutiques. Donc ça, c'est les 3 allégations. Il y a les allégations nutritionnelles, de santé et thérapeutiques. Mon travail et le travail avec un thérapeute, c'est surtout porté sur les allégations de santé. On va prendre le temps de définir les 3, mais sachez que pour le reste de la présentation, ça sera surtout basé sur les allégations de santé. Mais il est à notifier de manière très importante que les allégations nutritionnelles sont aussi sous des réglementations précises, des autorisations, etc. Voilà. Donc, pour commencer, pour mettre les choses à plat, il n'existe au ce jour aucune allégation de santé autorisée pour les produits de la ruche. Voilà. On ne peut pas employer d'allégation de santé pour les produits de la ruche. On verra après qu'il y a peut-être une exception avec le pollen sous certaines conditions extrêmement précises. Mais voilà, il était important de l'expliquer dès le début, mais il est quand même aussi important de comprendre ce qu'est qu'une allégation et comment l'utiliser, heu, pour éviter certaines problématiques. Bon, alors on va rentrer dans les définitions parce que je vous parle d'allégations, mais c'est bien intéressant de savoir quelles sont les différentes allégations. Vous voyez en haut à droite de la diapositive le règlement CE 1924-2006, qui est donc le règlement de référence. Donc si vous souhaitez vous référer au texte de loi, je vous invite à le consulter, il est disponible sur internet.
Donc, de ce règlement est tiré de manière peut-être un petit peu graphique, un peu plus jolie pour être compréhensive, les 3 définitions suivantes. Une allégation nutritionnelle, elle contient ou non une substance. Elle a une notion de calories, donc c'est les notions, par exemple, vous voyez souvent faible en calories, etc., etc., ou une notion de nutriments, et a un effet nutritionnel. Donc, par exemple, l'allégation nutritionnelle qu'on voit souvent, c'est riche en vitamine C. Donc voilà, ça c'est pour les allégations nutritionnelles. Ensuite, il y a les allégations de santé qui nous intéressent aujourd'hui. Elles affirment, suggèrent ou impliquent l'existence d'une relation entre la denrée ou la catégorie de denrée et la santé. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de dire qu'il y a un lien entre la denrée alimentaire que vous présentez et la santé. Par exemple, contribuer à réduire la fatigue musculaire. Et enfin, il y a les allégations thérapeutiques qui sont là pour prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine. Donc, par exemple, faire baisser le taux de cholestérol. La maladie ici, c'est l'hypercholestérolémie. Et là, vous voyez bien que le petit, symbole est en rouge. En fait, c'est tout simplement pour vous informer que les allégations thérapeutiques sont strictement interdites. On ne peut pas en faire. Donc c'est très important, en fait. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui d'allégations thérapeutiques et de santé. C'est qu'en fait, ces 2 là, on voit très bien qu'elles parlent de santé, mais il y en a une qui est totalement interdite et une qui est autorisée sous condition. Quelle est la différence entre les 2? Alors, une allégation de santé et thérapeutique vont avoir toutes les 2 pour objectif de faire un lien entre la denrée alimentaire que vous présentez et la santé. Sauf que dans le cas des allégations de santé, on parle d'une relation avec cette denrée alimentaire. Alors que dans une allégation thérapeutique, cette relation, elle est de nature à prévenir, traiter ou guérir. Ces termes sont extrêmement importants parce qu'en fait, là, prévenir, traiter ou guérir, on parle d'une pathologie et dans le cas d'une pathologie, on parle donc d'un médicament qui répond à cette pathologie et dans ce cas-là, vous tombez sous le pôle du médicament, donc le monopole du médicament et le monopole du médicament, il est destiné aux professionnels de santé. Il est donc strictement interdit en France, de faire de la publicité pour des médicaments. Ça, c'est quelque chose de totalement impossible et donc et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus aujourd'hui, c'est parce que c'est totalement interdit et il faut vraiment faire attention parce qu'entre faire une relation avec la santé, prévenir, traiter ou guérir, en fait, en fonction du terme employé, on peut vite se retrouver dans une allégation thérapeutique alors qu'allons voulait faire une allégation de santé. Il faut faire plutôt attention à ça. Donc comme c'est très important, je vais vous montrer quelques petits exemples et on va essayer de faire la part des choses. En fait, je vous invite vous derrière à essayer de faire l'exercice pour, être sûr qu'on comprend bien la différence. Donc, par exemple, hypotenseur, vous voulez écrire hypotenseur sur votre boîte. Est-ce que c'est de santé ou thérapeutique? Eh bien, c'est thérapeutique parce que hypotenseur, ça veut dire que ça diminue la tension et donc ça diminue l'hypertension. Donc là, on est dans le cadre d'une pathologie humaine. Aider pardon, à maintenir les lipides sanguins normaux. Là, on est sur quelque chose de santé. Pourquoi? Parce qu'on aide à maintenir, donc on est dans quelque chose qui est dans l'aide, on n'affirme pas qu'on fait quelque chose et ensuite, on est dans maintenir les lipides sanguins normaux. Donc là, c'est sur maintenir quelque chose qui est normal. Il n'y a aucune question de pathologie là, donc c'est très important. Ensuite, il y a aider à réduire le taux de sucre dans le sang. Donc là, on pourrait se dire qu'on est aussi dans l'aide, donc on n'affirme pas qu'on a un effet direct, donc c'est bon. Cependant, il y a un problème, c'est que là, on est pour aider à réduire le taux de sucre dans le sang. Sauf qu'en fait, le taux de sucre dans le sang, ça se réfère à une pathologie humaine qui est le diabète. Donc ici, c'est donc interdit et ensuite qui ont un effet réducteur sur la glycémie. Donc là, la problématique de la glycémie, tout simplement, en fait, c'est que, c'est quelque chose d'interdit parce qu'en fait, on va avoir un effet réducteur sur la glycémie et on est encore dans ce cadre, de diabète. Donc là, on est encore dans un médicament. Peut aider à maintenir de l'équilibre glucidique. Là, on n'est pas sur l'affirmation qu'on a un effet direct et on n'est pas non plus sur une pathologie. L'équilibre glucidique, c'est quelque chose de physiologique, de normal, donc on peut l'utiliser. Alors, comme c'est une notion assez importante, heu, parce qu'en fait, en fonction de la formulation que vous avez vue là, dans ces exemples, c'est compliqué. Souvent, on peut se retrouver dans une thérapeutique, à la place d'une santé. Il y a un outil qui a été proposé par la DGCCRF. Alors on va y aller ensemble. Donc je vais couper, 2 secondes mon mon écran pour vous partager, directement l'outil. Alors, ne bougez pas. Cet outil est disponible sur, le site de la DGCCRF, hein. C'est un outil qui a été produit par la DGCCRF à la destination donc, à votre destination et il y a une petite notice qui s'accompagne aussi, sur la page. Vous allez sur la page des allégations de santé en attente et vous le trouverez. Donc là, je vais vous partager mon écran entier. Donc là, vous voyez l'écran. Donc voilà, cet outil se représente comme ça.
C'est une liste donc des allégations de santé en attente. On reviendra après sur ce que c'est. Et voilà voilà, c'est un énorme Excel un peu indigeste, mais en fait, il y a des codes couleurs comme vous le voyez et en fait, tous les petits codes couleurs rouges, c'est c'est ce qui est considéré comme thérapeutique. Donc si jamais vous avez envie d'écrire une allégation de santé, que vous la voyez, qu'elle est autorisée, mais que vous avez un doute sur sa reformulation et que vous avez peur d'être dans la thérapeutique, vous cherchez votre mot. Donc là, on va faire symptôme et là, par exemple, hop, on voit que symptôme est en rouge. Donc c'est une allégation thérapeutique. Donc là, je suis dans le cadre d'une allégation thérapeutique, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Donc, voilà, on va reprendre le diapo. Hop. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez normalement, c'est bon. Donc voilà, ça c'était un petit outil au cas où vous vous posez la question, n'hésitez pas à l'utiliser, il a été fait pour ça et il y a un petit descriptif de comment l'utiliser qui a été rédigé, qui est très clair. Donc voilà, ça c'était pour les définitions. Donc maintenant, on va passer au cadre réglementaire. Donc, je vous l'ai déjà donné, tous ces cas, toutes les informations donc, que je vous donnerai aujourd'hui découlent du règlement 1924/2006, un règlement au niveau européen. Une allégation, en fait, c'est quelque chose qui est fait à partir du moment où vous écrivez quelque chose sur votre boîte, vous êtes en train de faire une allégation. Sauf qu'il y a une subtilité, c'est qu'une allégation, elle doit être, pardon, autorisée pour pouvoir être utilisée. Donc, je vais vous parler un peu de comment avoir une allégation autorisée. Moi, j'appelle ça quand on fait une allégation qui est pas autorisée, j'appelle ça une allégation sauvage. C'est pour vraiment vous décrire la chose au mieux, mais c'est pas un terme, officiel qui est employé. Donc une allégation, elle doit être autorisée. Pour ce faire, c'est au niveau de la Commission européenne. En fait, vous allez envoyer donc en général, c'est des industries et des entreprises qui le font parce que les dossiers qu'on envoie pour valider notre allégation de santé, c'est des dossiers qui sont très lourds, qui mettent plusieurs années à être produits et qui coûtent extrêmement cher. Donc en général, c'est des entreprises, même si la procédure est gratuite. Donc l'objectif, c'est de prendre son dossier et de le déposer au niveau, donc dans le pays de notre choix. Il est validé administration par l'instance, nommée. Donc ici, c'est la DGCCRF en France. Il est envoyé ensuite à la Commission européenne qui se saisit du dossier. Donc un dossier, en gros, c'est une demande d'allégation. Vous formulez l'allégation: «Je veux utiliser, par exemple, aide au bon fonctionnement, enfin aide à un bon sommeil, pour telle denrée alimentaire». La Commission européenne se saisit de votre dossier et à partir de là, elle va le confier à l'EFSA, qui va être, une instance d'évaluation scientifique. Il va en fait proposer votre dossier à un panel d'experts, donc en général, il est composé de médecins, de chercheurs, donc de spécialistes en fait, du thème. Par exemple, si, vous proposez quelque chose sur les antioxydants, ça sera des spécialistes de l'antioxydation qui seront présents. Et en fait, ils vont évaluer scientifiquement. En fait, ils vont évaluer scientifiquement. En fait, la question qu'ils vont se poser, c'est: «Est-ce que votre denrée alimentaire, elle a réellement tel impact sur votre santé?» Et pour ça, en fait, ils vont consulter toutes les propositions, enfin les articles scientifiques que vous aurez joints à votre dossier. Ils vont évaluer pour savoir s'ils sont scientifiquement, probants. Parce que ce n'est pas parce qu'on produit, en fait, un article scientifique qui a des résultats, valides pour, prouver telle chose que tout de suite le lien s'avère être, tout à fait, prouvé scientifiquement. Il faut un ensemble d'articles et une étude derrière. Donc ce panel de scientifiques évalue votre dossier. Il peut décider soit de refuser, donc c'est un avis. Il rend un avis à la Commission européenne, il dit: «Oui, je pense que le lien est prouvé. Non, je ne pense pas que le lien est prouvé». S'il pense que le lien est prouvé, il rend son avis à la Commission européenne et c'est elle qui prendra la décision ensuite. La Commission européenne prend la décision sur avis de ce panel scientifique. Ensuite, si votre allégation de santé est autorisée, elle sera inscrite sur une liste dite positive. Une liste positive, c'est une ensemble de listes qui autorise, les allégations, donc ou avec des éléments autorisés. Si votre élément n'est pas inscrit sur la liste, c'est qu'il est interdit, de facto. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est inscrit sur la liste positive et que la Commission européenne a validé, c'est effectif sur le territoire européen. C'est-à-dire qu'une allégation de santé, elle est évaluée au niveau européen, mais après elle est valide sur tout le territoire européen. C'est-à-dire que si, par exemple, un industriel va demander une allégation, de santé pour votre produit en Allemagne, par exemple, s'il propose, en fait, et si la Commission européenne le valide, l'allégation de santé sera valable partout en Europe et pas qu'en Allemagne. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu du périmètre d'une allégation de santé. Alors, dans la réglementation,
il est écrit que le périmètre concerne les communications à caractère commercial, y compris notamment aux campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et aux campagnes de promotion, telles que celles qui sont soutenues en tout ou partie par les pouvoirs publics au journal officiel de l'Union européenne. C'est un terme, un peu, enfin, c'est un gros morceau, mais tout simplement, en fait, moi, ce que j'aimerais en tirer et vous dire, c'est que ça ne se résume pas au packaging, en fait. C'est pas parce que votre phrase ou la mention avec la santé n'est pas écrite sur le packaging que vous êtes en dehors du périmètre des allégations santé. En fait, ce périmètre, il est beaucoup plus large qu'on ne pourrait l'imaginer et aujourd'hui, on va un petit peu en discuter. Donc déjà, en fait, je vais vous demander un ensemble d'exemples, comme ça vous allez un peu voir un peu et pour un peu comprendre de jusqu'où va ce cadre. Donc déjà, il y a le descriptif du produit sur site internet. Donc par exemple, vous vous dites, c'est souvent ce qu'on pourrait se dire et ce qu'on pourrait se dire, en fait, tout simplement, c'est se dire: «Bon, voici ma boîte de ma denrée alimentaire. J'ai rien écrit sur la boîte. Par contre, sur le site, sur le descriptif, j'ai écrit, bon pour le stress». Enfin, aide à éviter le stress. En fait, là, vous êtes quand même en train de faire une allégation de santé. Parce qu'en fait, vous êtes en train de lier votre produit à une action pour la santé. Donc ça ne concerne pas que le packaging. Aussi, si vous dites: «Bon, je n'ai rien écrit sur mon site», par exemple, je parle beaucoup du site, mais on verra après aussi sur la vente physique. Par contre, j'écris, «Pour en savoir plus» ou quelques preuves et il y a un petit lien, en fait, imbriqué et ce lien redirige vers un article scientifique, issu un très bon article. Aussi, bien soit-il cet article, vous êtes quand même en train de faire une allégation de santé, même si c'est pas vous qui êtes en train de l'écrire. Parce que là, vous êtes quand même encore en train de faire quelque chose, enfin, en train d'associer vos denrées alimentaires à un effet pour la santé. Et si, vous n'êtes pas en train, de faire quelque chose qui est déjà inscrit sur une liste et qui est autorisé, vous êtes en train de faire une allégation de santé qui n'est non autorisée, donc qui est en non-conformité et notamment pour, là évidemment on se base sur les produits de la ruche, donc si vous faites quelque chose pour un produit de la ruche, c'était pas possible que ce soit autorisé. Ensuite évidemment, il y a les flyers ou articles apposés près du produit de la vente, donc même si c'est en physique, donc ça c'est du physique aussi, on est en train de faire un lien avec la santé, donc c'est compliqué. Enfin, c'est interdit et ensuite, il y a les mentions orales aussi parce que c'est toujours faire un lien avec la santé. Même si c'est pas écrit, vous êtes en train d'associer votre produit. C'est toujours cette question d'associer son produit à un lien avec la santé. Ensuite, il y a la question des posts sur les réseaux. Parce que, par exemple, si moi, en tant que Chloé Audebert, sur, mes réseaux personnels, j'écris, par exemple, que je trouve que tel produit est très bien, pour lutter, contre la perte de cheveux, sur mon réseau personnel, j'en ai l'autorisation parce que je ne fais la promotion, je ne suis pas représentante, d'intérêts commerciaux, d'intérêts, économiques, par exemple pour le chocolat, je dis que quelque chose d'inventé, hein, que le chocolat est bon pour lutter contre la chute de cheveux. Comme je ne représente aucun intérêt, pour le chocolat financier, je peux l'écrire. Par exemple, cependant si, une grande surface, un syndicat ou par exemple même un thérapie commence à écrire par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple, le miel, est très bon, pour lutter, contre la perte de cheveux. Hem, Là aussi, il n'y a pas de l'autorisation parce qu'un thérapie représente, les intérêts économiques de la filière apicole. Donc c'est vraiment toujours cette question d'intérêt économique. Par contre, il faut bien faire la différence. C'est que, par exemple, vous voyez certains journaux, sur la naturopathie, donc c'est la nature à base de plantes, par exemple, vont faire des articles. Par exemple, ils peuvent écrire un article entier sur, les bienfaits du chocolat pour lutter contre, l'état de stress passager. Ils ont le droit de l'écrire parce qu'ils ne présentent pas l'intérêt économique. Ils sont indépendants. Par contre, s'ils l'écrivent sur demande, d'une entreprise qui vend du chocolat et qui a un intérêt économique et que derrière il y a écrit, il y a une pub pour ces chocolats-là, là, c'est quand même une allégation de santé. Donc tout est une question d'intérêt économique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le dire, ce n'est pas une allégation de santé. Par contre, si vous le faites le lien, c'est une allégation de santé. Petit exercice pour, être, au fait bien avec cette notion-là. Imaginons que l'opérateur fait un descriptif du produit mentionnant un bien-être. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une allégation de santé? Oui, ça c'est pas autorisé. Est-ce que, l'opérateur fait un post Facebook depuis son compte personnel? Là, c'est autorisé, on est en dehors du cadre des allégations de santé, on donne simplement son avis sur un produit en tant que personne, indépendante. Ensuite, l'opérateur fait un post Instagram depuis la page de son entreprise. Là aussi, on est dans le cadre d'une allégation de santé parce que c'est l'entreprise qui est identifiée et l'entreprise a un intérêt. Un intérêt, une représentation économique en tout cas. C'est une étude scientifique financée par un privé de la filière.
Là aussi, c'est impossible dans le cadre où, derrière, la filière, enfin l'édition scientifique va présenter en fait, ensuite, ses intérêts économiques derrière et expliquer: «Ah bah, c'est voilà, c'est tel ça, regardez, moi je vends ça, c'est super». Et ensuite un lien externe vers une revue PubMed. Donc là aussi, c'est si vous faites un lien, si l'opérateur fait un lien externe en disant: «Moi je n'ai rien écrit, mais par contre cliquez sur le lien, vous verrez par vous-même», là aussi on est en train de faire un lien. Même si la revue qui est présentée n'est pas en cause. Donc voilà. Donc là, on a vu un petit peu pour le cadre. Donc, même si aucune allégation de santé n'est autorisée pour les produits de la ruche, je le rappelle, il y a même s'il y a une exception pour le pollen, il était quand même important, de vous faire un petit peu, les points importants à savoir et à avoir en tête si jamais on veut utiliser une allégation de santé. Donc les allégations de santé, on l'a vu, elles sont inscrites sur une liste positive et pour cette liste positive, imaginons que vous avez un produit, voilà, vous souhaitez faire une allégation de santé, vous trouvez cette allégation de santé, elle est autorisée, tout va bien, vous êtes dans les cadres. Il y a quand même quelques règles à respecter que je vais vous donner aujourd'hui, en quelques points généraux. Donc la première, c'est pas de reformulation pouvant modifier le sens de l'allégation. Donc ça, c'est très important. Quand, la Commission européenne autorise une allégation de santé, elle l'autorise pour une formulation très précise. Et si vous changez de sens, si l'opérateur change de sens, il y a un risque que vous créez une nouvelle allégation de santé. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, c'est une allégation de santé qui n'est pas autorisée. Donc, oui, il y a une petite marge. Vous pouvez, l'opérateur peut adapter comme il le souhaite un petit peu. Il peut adapter un petit peu le mot, la formulation comme il l'entend. Mais par contre, il ne faut absolument pas que le sens soit changé. Donc, il faut être très, très, très attention. Il faut faire très attention au sens des mots pour vérifier que vous êtes toujours dans l'allégation que vous avez décidé de prendre, qui est autorisée. Ensuite, il y a les allégations dites générales qui doivent être accompagnées d'une allégation spécifique. Bon, alors, expliquez un petit peu ce que c'est qu'une allégation générale. Une allégation générale, c'est lorsqu'on ne voit pas le lien direct, que le consommateur prend le produit, le lit et ne voit pas le lien direct avec la santé. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le commerce, c'est le terme tonicité. Prenez une denrée alimentaire, il y a écrit tonicité. On voit ce que c'est que la tonicité, mais on ne voit pas le lien direct avec la santé. Et il est interdit de faire une allégation de santé générale. Elles sont précisées, donc vous avez vu le document que je vous ai présenté tout à l'heure de la DGCCRF. Il y a un code couleur, pour les allégations de santé dites générales et ce code couleur vous indique en fait tout simplement qu'il faut absolument accompagner d'une allégation de santé spécifique. Parce que sinon le consommateur ne va pas voir en fait de quel lien il s'agit. Donc, par exemple, le terme tonicité doit être accompagné de la mention aide à maintenir la santé musculaire. Parce que là, lorsqu'on lit, nous, en tant que consommateurs, aide à maintenir la santé musculaire, on voit très bien de quel lien il s'agit, quel effet a cette denrée alimentaire sur notre santé. Donc voilà, et il faut savoir aussi, donc ça c'est très important, on a le droit d'employer une allégation de santé générale si elle est accompagnée d'une allégation spécifique en proximité directe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire tonicité en gros sur votre packaging et mettre derrière dans le dos en tout petit, aide à maintenir la santé musculaire. Parce que là, c'est pas de la proximité directe. Il faut que ce soit écrit juste en dessous, que ce soit bien visible par le consommateur, comme ça tout de suite on a l'information. Et cette notion de proximité directe est assez importante. Ensuite, il y a une troisième notion, qui est plutôt dans un cas un peu particulier, mais qui peut exister, c'est lorsqu'on mélange des composants. Imaginons que vous avez donc, un composant A et un composant B. Composant A a une allégation de santé qui est de contribuer à réduire la fatigue musculaire. Mais composant B n'a pas d'allégation de santé. Vous ne pouvez pas là, donc vous voyez, j'ai fait un semblant d'étiquette en bas sur la slide, sur votre gauche en tout cadré en rouge. Là, c'est interdit parce qu'en fait, on ne sait pas, heu, le consommateur ne va pas savoir de quelle denrée a quelle allégation. À qui appartient cette allégation de santé de réduire la fatigue musculaire? Il faut absolument le préciser. C'est notamment le cas, donc par exemple, si vous prenez donc c'est vraiment un exemple, si vous prenez par exemple du miel, que vous décidez qu'il soit enrichi à de la vitamine C et que la vitamine C a des allégations de santé, la vitamine C a des allégations de santé tout à fait autorisées. Vous devez absolument préciser et bien faire comprendre au consommateur lorsqu'il lit votre étiquette que la vitamine C, l'allégation de santé que vous prenez, elle est associée à la vitamine C et pas au miel. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc là, dans l'exemple que je vous ai montré, en fait, donc l'étiquette, enfin le schéma d'étiquette, en vert, il y a un petit astérix pour, faire le lien entre les 2. Ça, c'est une forme que vous pouvez utiliser, mais en fait, il y en a plein d'autres. Donc par exemple, il y a certaines choses qui se font vous pouvez lire, je vous conseille d'aller lire, dans le commerce, de voir un petit peu dans les choses qui se font, pour avoir des exemples. Mais par exemple, j'ai déjà vu, oui, là, enfin tel composant A, composant B, contribue à réduire la fatigue musculaire et c'est le composant A aide à réduire la fatigue musculaire. Donc on peut faire quelque chose de plus rédigé. Donc ça, du moment que
le consommateur ou la consommatrice sait quel composant fait quoi. C'est à vous de choisir sous quelle forme. Donc voilà pour le cadre. Maintenant, on va parler un petit peu des sanctions en cas de non-respect. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des réglementations, tout est très cadré, mais du coup, des manquements à ces réglementations peuvent entraîner des sanctions. Évidemment, de manière assez intuitive, en fonction de la gravité du manquement, il n'y aura pas forcément la même sanction. Il existe 3 suites. Le premier, c'est l'avertissement. Donc là, lorsque par exemple vous avez une contrôle de la DGCCRF, l'enquêteur pourra choisir, de vous donner un avertissement. Donc là, c'est une mesure pédagogique. L'objectif, c'est de vous expliquer la réglementation, c'est souvent dans le cas où on se rend compte que l'opérateur n'avait pas conscience de cette réglementation et donc l'objectif, c'est donc vraiment de vous expliquer cette réglementation pédagogique et évidemment d'une mise en conformité qui est nécessaire. La deuxième mesure, c'est la mesure de police administrative. Donc là, c'est une mise en conformité dans un délai imparti. Donc l'enquêteur, l'opérateur de la DGCCRF va demander une mise en conformité dans un délai imparti et il peut accompagner la suspension de la commercialisation de la denrée alimentaire en question. Et ensuite, la troisième mesure, c'est un procès-verbal pénal. Donc là, l'enquêteur de la DGCRF va faire un dossier qu'il va transmettre au procureur et ensuite une sanction pourra être ordonnée par le tribunal. Ces sanctions, elles sont de 2 grands types possibles et souvent, en fonction le type, ça va dépendre d'une question, c'est: est-ce que l'opérateur avait conscience qu'il était en infraction? Et donc, est-ce que c'était intentionnel? Donc la première, c'est au cas où l'opérateur, en fait, était dans l'ignorance de toutes ces notions d'allégations de santé, qu'il n'avait pas conscience de ces règlements et cetera. C'est un manquement au règlement et dans ce cas-là, ça sera qualifié de contravention et donc d'une amende de 1 500 €. Dans le cas où l'opérateur savait donc qu'il y avait une réglementation sur les allégations de santé et qu'il n'a pas respecté, donc ce cadre, l'infraction rentre dans le cadre d'un délit et de pratiques commerciales trompeuses. Dans ce cas-là, il s'expose à maximum 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende qui peut être portée de manière proportionnelle aux avantages tirés des pratiques en cause, donc à 4 du chiffre d'affaires moyen annuel et une interdiction d'exercer de maximum 5 ans. Et aussi, il y a une dernière notion à savoir dans ce petit encart sur les infractions, c'est que si un opérateur, reçoit un premier avertissement, d'un enquêteur, donc un enquêteur de la DGF qui demande un premier avertissement et qu'ensuite il y a un recontrôle, donc il y a des contrôles réguliers, il faut le savoir. Donc je vous ai introduit au début, en petite introduction, je vous ai parlé de l'enquête de 2019, il y en avait une en 2016 aussi et il y en aura d'autres qui sont prévues par la DGCCRF puisque c'est un contrôle régulier. Si une première, enquête avait une première, une première fois l'opérateur avait reçu un rappel à l'ordre, si, lors d'un deuxième contrôle, il y a, constat qu'il n'a pas eu cette mise en conformité, dans ce cas-là, il sera reclassé en termes de délit et donc, comme on l'a vu, le délit s'expose à des sanctions beaucoup plus lourdes. Donc voilà. Donc là, on était un petit peu sur tout ce qui était réglementation et cetera. Maintenant, je vous propose qu'on parle du pollen. Donc le pollen est le seul produit de la ruche pour lequel on va pouvoir faire des allégations de santé dans un cas très particulier. Donc, c'est le cas des allégations de santé en attente. C'est une notion très importante à comprendre, donc je vous propose de faire un petit peu d'histoire. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour bien comprendre ce statut très particulier. Et ensuite, je vous expliquerai comment l'appliquer au pollen. Donc, je vous l'ai mentionné plus tôt, une allégation de santé doit être autorisée. Il y a tout un processus européen, un mécanisme, on dépose des dossiers, ils sont validés au niveau du pays, enfin au niveau France, ensuite ils sont envoyés à l'Europe, il y a une évaluation et cetera. Et en fait ce mécanisme, il a été mis en place et en 2010 il était, plus ou moins prêt. Donc en 2010, la Commission européenne a proposé aux États membres, elle a expliqué, elle a dit: «Bon, on a réglementé les allégations de santé. Donc maintenant, on vous propose de faire remonter toutes les allégations, toutes les demandes, tous les dossiers de vos entreprises, de vos opérateurs et on va les évaluer». Donc en 2010, parce qu'évidemment les allégations de santé, c'était quelque chose qui se faisait avant 2010, mais il y avait aucune réglementation, c'était quelque chose de très libre. Donc après, on a mis en place une réglementation et là, la Commission européenne a proposé de faire évaluer toutes ces réglementations. Donc en 2010, la Commission européenne reçoit énormément de dossiers à évaluer. Sauf que
il se passe alors quelque chose, c'est que lorsque, la Commission européenne commence à évaluer, elle voit que tous les produits à base de plantes sont refusés. Donc ça interpelle, de se dire: «Pourquoi est-ce que, mes minéraux vont être autorisés?» Donc il y a certains évidemment dossiers qui passent, d'autres qui ne passent pas. Et pourquoi est-ce que tous les dossiers à base de plantes sont systématiquement ou presque refusés? Donc là, il y a un arrêt, il y a une question qui se pose au niveau des législateurs. Et en fait, la réponse, c'est tout simplement pourquoi c'est parce que la méthodologie de la Commission européenne n'est pas adaptée. En fait, ils ont une petite grille de manière, très imagée, hein, c'est pas exactement comme ça, mais disons qu'ils ont une sorte de grille d'évaluation pour décider si oui ou non, d'un point de vue scientifique, l'allégation peut être autorisée. Et en fait, cette grille n'est pas du tout adaptée aux produits à base de plantes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de produits à base de plantes? C'est parce qu'on peut faire un parallèle avec les produits de la ruche. Parce que les produits à base de plantes et les produits de la ruche, c'est ce qu'on appelle des matrices complexes. Donc, quelle est la problématique cœur, en fait, de ces produits? Alors, je pense que je ne vous l'apprends pas et que vous le savez probablement mieux que moi, mais les produits de la ruche, ce sont des produits extrêmement complexes, qui ont un mécanisme de production extrêmement, particulier. Et comme les plantes, par exemple, un miel, en fonction de l'endroit où il sera produit, de la période où il sera produit, des intempéries qu'il aura vécues, n'aura jamais les mêmes compositions. Ça va être très variable. On va pas avoir les mêmes, types on va pas avoir les mêmes types de sucre, on va pas avoir la même quantité d'électrolytes et cetera. Ça varie en fonction de l'année. C'est un produit complexe qui est produit par l'abeille, c'est très compliqué et c'est pareil pour les plantes. Une plante que vous allez récupérer, que vous allez cueillir, donc dans la nature, elle va toujours varier. Elle aura pas le même nombre de molécules, elle aura pas la même forme de molécules et ça va être très variable. Donc c'est ce qu'on appelle des matrices complexes. Ce sont des produits, des denrées alimentaires qui, par leur façon de produire, enfin la façon dont elles sont produites, donc leur origine naturelle, sont très compliquées, ont énormément de molécules, qui sont très variables. Sauf que, lorsque ces produits sont présentés à la Commission européenne, elle regarde sa grille d'évaluation et elle dit: «Mais là, vous nous présentez par exemple pour le miel» et c'est ce qui se passe et c'est pour les produits de la ruche et c'est pour ça que les produits de la ruche aujourd'hui n'ont pas de dossier, d'allégation autorisé. C'est qu'ils observent donc par exemple, voilà, un dossier qui arrive, une allégation pour le miel. Il observe le miel, il regarde les composants et il va répondre: «Mais en fait, il y a un manque de spécification de la denrée. Là, le miel, pour moi, ce n'est pas un miel, c'est les miels et donc c'est pas possible d'attribuer une allégation de santé à plusieurs miels». Parce qu'il n'existe pas un miel particulier. Donc c'est ça la complexité de la chose, c'est que pour lui, le miel, c'est trop variable. Lui-même, si on prend un type de miel très précis, lui-même sera variable, en fait, en fonction de la saison, en fonction de chaque année, ça change. Donc en fait, ils diront, «C'est pas toujours la même chose, c'est trop compliqué, on peut pas l'accepter». Donc ça, c'est une problématique, de méthode d'évaluation. Donc on en revient à ça, la Commission européenne décide donc d'arrêter d'évaluer ces produits en 2010. Sauf que les opérateurs ont dit: «Mais, là, de par la façon dont vous décidez d'évaluer les choses, nous, on est, pénalisés parce qu'on ne peut pas valoriser nos produits en lien avec la santé. D'autres produits pourront, mais nous, nos produits sont complexes, ils ont une méthode de production très compliquée, on ne peut pas garantir que ce sera toujours telle quantité de zinc, et on ne peut plus l'évaluer». Donc ce que propose la Commission européenne à ce moment-là, c'est que pour certains produits certains dossiers et je dis bien certains dossiers, hein, c'est pas n'importe quel dossier aujourd'hui. Par exemple, ils ont choisi le dossier 2207, le dossier 23 et cetera. Donc ils ont proposé un arrêt d'évaluation de ces produits et ils ont proposé une autorisation d'utilisation temporaire des allégations qui étaient inscrites dans ces dossiers. En fait, ils ont choisi certains dossiers. Ils ont dit: «D'accord, on vous autorise à utiliser ces allégations de santé que vous nous proposez, avant qu'on puisse correctement les évaluer». Donc aujourd'hui, à ce jour, enfin pour l'instant, la Commission européenne n'a pas trouvé de méthodologie adaptée à la problématique, c'est encore en travail et c'est de là sont nées il y a une petite, problématique de mise en page, je suis désolée. Mais voilà, donc c'est de là qu'est née ces allégations de santé en attente. Ce que je veux que vous reteniez, ce qui est très important, c'est qu'elles sont autorisées temporairement. C'est-à-dire que, bon, temporairement depuis 2010, mais c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, qui est en cours d'étude. Et donc, en fait, c'est vraiment une sorte de situation transitoire pour essayer d'éviter de défavoriser. Et en fait, à ce moment-là, le pollen, lui aussi, en a favorisé. Il est passé avec les produits de plantes et du coup, le pollen a aussi obtenu certaines autorisations pour quelques allégations de santé. Alors, j'ai plus le nombre, quantité exacte, mais ça doit être une vingtaine, je crois. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, si vous voulez en savoir plus, sur le pollen et ses utilisations en attente, on a fait des fiches, j'y reviendrai, vous pourrez les retrouver sur le site internet d'Interrapie. Mais du coup, seulement pour le pollen, ces allégations de santé en attente et pour le pollen, vous avez donc le droit de faire des allégations de santé en attente.
Il faut respecter les règles générales, donc les règles générales de quelle est la mention, donc je vous parle donc de toutes ces règles qu'on a vues là, donc générales, accompagnées de mentions spécifiques et précis et cetera. Il faut aussi respecter 2 règles, en plus parce que c'est des allégations de santé en attente et ces 2 règles, elles ont lieu pendant le contrôle. En fait, une preuve d'autorisation en fait, pendant le contrôle, si vous dites, on va prendre l'exemple du pollen puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous prenez un pollen, vous utilisez une des allégations qui est dans la liste des allégations autorisées en attente pour le pollen et il y a un opérateur, donc un enquêteur de la DGCF qui arrive, il va vous demander en fait une chose, c'est une preuve que cette allégation de santé employée, elle est autorisée. Pour ça, vous pouvez utiliser l'outil la DGCCRF, donc c'est l'excel que je vous ai montré tout à l'heure, il fait foi, donc vous pouvez présenter, donc si jamais vous avez un contrôle, vous pouvez prendre l'excel, aller dire, montrer, donc voyez, regardez, case numéro 5 de ce feuillet numéro 8 par exemple, voici mon allégation de santé, elle est autorisée. Et ensuite, qui est le deuxième cadre un petit peu plus compliqué, c'est les preuves scientifiques. Vous devez fournir aussi un ensemble, un corpus de textes scientifiques qui prouve qu'il y a bien un lien entre le produit, entre le pollen, donc ici, et la santé que vous avez mis en avant. Donc ces éléments, vous pouvez chercher Superbet, Google Scholar, c'est vraiment des articles qui doivent être scientifiques et pas accès grand public. Et c'est là que la difficulté est pour les allégations de santé et c'est pour ça que je vous demande d'être attentif là-dessus, c'est qu'en fait, il n'y a pas de ligne spécifique, il n'y a pas de grandes recommandations sur quels articles vont faire foi. Ça va être vraiment à l'appréciation actuelle de l'enquêteur qui sera face à vous. Il faut être très attentif à ça. Pour l'instant, la DGCCRF est en train de produire un guide pour vous accompagner dans ces démarches d'allégation en attente et savoir qu'est-ce qui va faire foi pour une preuve scientifique et qu'est-ce qui sera moins impactant ou pas impactant lors de votre contrôle pour prouver que vous êtes dans la conformité. Mais ce guide n'est pas encore paru, il est en cours d'élaboration. Donc voilà, je vous propose qu'on passe au dernier module, le complément alimentaire. Et ensuite, il y aura donc ce temps de questions. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du complément alimentaire? Eh bien, c'est parce qu'en fait, en général, une allégation de santé, c'est de faire la lien entre une denrée alimentaire et donc dire qu'une denrée alimentaire a un impact sur la santé et souvent, enfin, dans cet élément entre la denrée alimentaire et le produit de santé, on retrouve le complément alimentaire. Donc il est important que je vous en parle parce qu'en fait, il y a certains produits qui peuvent être présentés comme un complément alimentaire sans en avoir conscience. Voilà, parce que ça se présente comme ça. Et en fait, on présente un produit en pensant que c'est une denrée alimentaire, sauf qu'en fait, on est déjà en train de présenter un complément alimentaire et un complément alimentaire, ça doit être autorisé aussi. Donc je vous propose de vous donner quelques clés de compréhension et d'avoir cet élément de réflexion sur savoir est-ce que mon produit, je le présente sous un complément alimentaire, donc quel cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en conformité ou est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors, un complément alimentaire, donc si vous souhaitez voir les éléments, les textes de loi, je vous recommande, c'est tout simplement la directive 2002/46/CE appliquée au décret 2006/352 du 20 mars 2006, voilà, d'où est tirées toutes les informations que je vous donne aujourd'hui. Donc la denrée alimentaire, je vous épargne la définition, on va prendre les 5 éléments importants. Le complément alimentaire, pardon, c'est une denrée alimentaire. Donc elle est sous la réglementation des denrées alimentaires, mais elle a une spécificité, c'est une denrée alimentaire qui doit compléter un régime alimentaire normal. Donc ça, on insiste beaucoup et vous le verrez tout le long de la présentation. Il ne faut pas que votre complément alimentaire, il y ait écrit, supplément, qui remplace, tel produit, telle chose, hein. C'est vraiment une alimentation normale, puis les compléments alimentaires. Votre complément alimentaire, il y a aussi cette notion dans la définition et ce qui peut faire parfois tomber certains produits qu'on pense denrées alimentaires dans la notion de complément alimentaire, c'est la présentation. Parce qu'un complément alimentaire, on considère qu'une denrée est un complément alimentaire si elle est présentée en prise d'unité de faible quantité. Par exemple, c'est, telle, quantité 3 cuillères à soupe, par journée, 3 pipettes, 2 gélules, et cetera. Donc c'est des pipettes, des gélules, des sachets, et cetera. Tout ce que vous voulez, c'est tant que c'est des unités fermes, donc c'est des formes sous forme de doses également et qui a un effet physiologique ou nutritionnel. Donc ça, c'est les 3 petites notions. Donc il y a une notion de concentration, de forme galénique. Alors la forme galénique, c'est un terme pharmaceutique pour, désigner, en fait, la forme que va prendre votre produit. Donc est-ce que c'est un pot avec une cuillère de dosage? Est-ce que c'est des sachets? Est-ce que c'est des gélules? Est-ce que c'est des pastilles? Et cetera. Il y a autant de formes galéniques, que d'imagination sur terre. Donc voilà. Alors, il y a aussi cet effet nutritionnel ou physiologique. Pour ça, il y a 4 catégories. Donc ces catégories, sont dans, l'aspect français, c'est au niveau de la législation française qu'on a introduit ces 4 catégories. Ou si vous cherchez au niveau européen, vous les retrouverez pas. C'est une spécialité, d'application française, pour information. Donc vous avez les nutriments. Les nutriments, ça va concerner les vitamines et les minéraux.
c'est tout. Et les autres substances à but nutritionnel ou physiologique. C'est inscrit sous liste positive. Donc, liste positive, pour rappel, c'est la liste des choses qui sont autorisées. Si vous ne le retrouvez pas dedans, c'est que c'est interdit. Ensuite, il y a les plantes et préparation de plantes, mais en excluant les plantes avec des propriétés pharmacologiques ou à usage exclusivement thérapeutique. Donc là, on fait un petit rappel aux allégations de santé ou les allégations thérapeutiques. Si vous utilisez une plante qui a un effet thérapeutique, parce que les plantes sont utilisées en fait dans le médical, vous rentrez dans le domaine du médical, vous êtes en train de vendre un médicament, c'est interdit, sauf si vous êtes un professionnel de santé. Donc voilà, aussi sous liste positive, donc pas n'importe quelle plante, ni à n'importe quel dosage, ni n'importe quelle partie de plante, ça c'est important aussi. Et il y a aussi les autres ingrédients, dont l'utilisation est en alimentation humaine et traditionnelle, ou reconnue comme telle. Et enfin, il y a la 4e catégorie, les additifs, les arômes, les auxiliaires technologiques, donc tout ce qui est autorisé dans l'emploi d'alimentation. Donc ça, c'est l'agroalimentaire, les conservateurs, les colorants, etc., etc. Les produits de la ruche, nous allons les retrouver dans la 3e catégorie, alimentation humaine, traditionnelle ou reconnue comme telle. Donc, si vous avez un complément alimentaire, il faut faire très attention à plusieurs réglementations. La réglementation des denrées alimentaires. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que déjà mon produit respecte toutes les réglementations de la denrée alimentaire? Ensuite, il y a la réglementation des compléments alimentaires. Et ensuite, il y a les réglementations spécifiques à votre produit, les labels, le système pré-emballage, etc. Nous, on va se concentrer sur la réglementation des compléments alimentaires, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, ces 5 petites notions de présentation sont très importantes. Dans le cas où, quelqu'un est en train de faire un complément alimentaire et veut s'assurer qu'il est bien en train de respecter ces 5 règles de base, et aussi dans le cas où vous êtes en train de produire une denrée alimentaire, mais que vous commencez à avoir un doute. L'opérateur se dit: «Mais est-ce que je suis pas dans le cadre du complément alimentaire?» Il y a déjà ces 5 notions, donc déjà si vous êtes en train d'en utiliser une, dans la vente de votre, produit, là, il faudra peut-être se poser la question de: «Est-ce que je suis pas déjà en train de rentrer dans le complément alimentaire?» Donc voilà. Le premier, ça va être le nom des catégories des nutriments ou les substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou de ces substances. Ensuite, il va y avoir cette notion de portion journalière dont le produit est recommandé. Donc, par exemple, 2 cuillères à jour, 2 cuillères à soupe par jour, une gélule tous les matins, heu, une pipette, et cetera. Donc ça, c'est la portion journalière, donc voilà. Un avertissement contre le dépassement de la dose, journalière indiquée. Donc voilà, ne pas dépasser, telle dose, et cetera. Donc ça, c'est aussi donné parce qu'en fait, faut savoir aussi mettre un petit peu l'accent sur le fait que les compléments alimentaires, c'est quand même des produits qui ont un effet sur la santé. Donc un produit qui a un effet sur la santé, il faut le doser parce qu'on ne peut pas se permettre d'augmenter, des doses infiniment et donc d'exposer le consommateur à une surdose. Donc par exemple, si je vous prends l'exemple de la vitamine C, c'est peut-être le plus connu en général dans les compléments alimentaires. Voilà, on ne peut pas consommer, 4 litres de vitamine C par jour, sans avoir des effets, nocifs pour la santé. Donc il y a une dose journalière indiquée à respecter. Une déclaration visant à éviter que le complément alimentaire ne soit utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié. Donc voilà, il y a toujours cette notion de le complément alimentaire, oui, mais en plus d'un régime alimentaire varié. Voilà, on n'est pas pour suppléer, on n'est pas pour remplacer quelque chose. Et ensuite, un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus, classique. Donc voilà, il y a aussi un petit rappel sur le fait que c'est vraiment très important, que c'est, dans le cadre d'un régime alimentaire varié. Donc voilà, ces 5 notions déjà sont très importantes et si elles sont inscrites sur un produit, on peut déjà le qualifier de complément alimentaire. Donc un complément alimentaire, il doit être autorisé. C'est-à-dire que c'est un peu comme les allégations de santé. Il faut déclarer. On ne peut pas juste vendre un produit de denrée alimentaire, se dire: «J'ai envie de faire un complément alimentaire, je vais le vendre, je vais respecter toutes les règles qui sont inscrites et ce sera bon». Non, il faut le déclarer. Et sa déclaration se fait auprès de la DGCCRF et de la DGAL. Au niveau du site Téléicar, donc là, vous avez le petit encart, situé, sur la diapositive. C'est le site, où vous pouvez faire vos déclarations. C'est une téléprocédure qui est gratuite. Elle se fait en plusieurs étapes, 3. Donc la première fois, ça va être de s'inscrire en tant que compte administrateur. Donc l'objectif, c'est de présenter son entreprise, donc faire une identification de la personne morale, donc son entreprise, «Je suis telle entreprise, domicilié» et cetera. À partir de ce compte administrateur, on va créer des comptes utilisateurs. Donc là, en fait, ces comptes utilisateurs, c'est d'identifier les personnes physiques au sein de la enfin, au sein de votre entreprise qui sont responsables, pardon, de ces produits et de ces compléments alimentaires et ensuite à partir de ces personnes physiques, ces comptes utilisateurs, ils pourront faire des déclarations de produits. Donc là, il y a toute une système de déclaration de produits. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cadre sur les compositions et les surveillances des pays? En fait, c'est parce que déclarer un produit, une denrée alimentaire comme complément alimentaire n'est pas anodin. En fait, chaque pays a le droit de déclarer, ses compléments alimentaires. Sauf qu'en fait, si par exemple, je déclare un produit, en France,
il va être autorisé sur tout le territoire européen. Si un produit est déclaré, en Espagne, il sera autorisé sur tout le territoire européen. Et il est arrivé notamment, récemment, donc j'ai pas le nom, du produit en question. Je vous laisserai bon soin, d'aller regarder, sur les actualités, mais il y a un produit en fait qui a été autorisé dans un complément alimentaire dans un pays, le pays par exemple, le pays C, et il se trouve que le pays A, n'était pas d'accord, ne voulait pas que ce produit arrive sur son marché parce qu'en fait, il pensait qu'il y avait un risque de perturbation, qui était, inscrit comme perturbateur endocrinien. Il a donc saisi la Commission européenne, qui a donc regardé ce produit, et en fait, là, il y a une évaluation en cours pour ce produit, donc c'était un produit dans un complément alimentaire, et en fait, cette évaluation au niveau de la Commission européenne, elle est très importante parce qu'en fait, si la Commission européenne trouve qu'il y a un risque, par exemple de perturbateur endocrinien, elle peut interdire la commercialisation du produit sur tout le territoire européen, et c'est pour ça que, je vous dis que la déclaration d'un complément alimentaire, d'un produit comme complément alimentaire n'est pas anodin. C'est que si vous vous exposez au regard des autres pays, et que si votre produit, certains pays sont un peu à cheval là-dessus, ont fait quelques sont pas sûrs, peuvent le demander, et une évaluation à la Commission européenne, et il peut être interdit sur tout le territoire. Donc il faut vraiment être sûr que votre produit que vous mettez sur le marché, c'est quelque chose de sain, pour les populations. Parce qu'il y a une surveillance. Ensuite, de manière très rapide, il y a une information à fournir, donc ça va être tout ce qui va être information sur le produit évidemment, information donc quelle est la quantité, quel est le packaging, à qui est-ce qu'il est destiné, et cetera. Les ingrédients, en quelle quantité, donc ça faut préciser. Il y a des pièces justificatives, donc ça va être l'étiquette, parce qu'on l'a vu qu'en fait c'est aussi, un denrée alimentaire devient complément alimentaire en fonction de sa forme, sa mise en forme. Donc si la mise en forme, elle doit entrer dans le cadre. Donc il y a toutes ces notions à transmettre. Et ensuite, l'entité responsable va faire va vous fournir une attestation de déclaration. Elle va étudier votre dossier, vérifier que tout est en conformité. Elle vous fournira l'attestation de déclaration qui doit être, que vous devez pouvoir fournir lors d'un contrôle. Si vous vendez un produit qui est assimilé à un complément alimentaire, l'enquêteur de la DGCCRF peut vous demander, l'attestation de déclaration, et vous devez pouvoir la fournir. Petites informations, un petit peu, par-ci, par-là pour, concernant cette déclaration. Une déclaration, ça concerne un produit, c'est-à-dire que, par exemple, si une entreprise décide de vendre par exemple des gommes, enfin des pastilles pour lutter contre la perte de cheveux, il les vend à la fraise, arôme fraise, et s'il veut les vendre arôme, fruits des bois, il doit refaire une déclaration et reobtenir une attestation de déclaration. Mais du coup, il y a la notion de duplication. Vous pouvez déclarer dupliquer, donc là, au lieu de réécrire toutes les informations du produit, vous pouvez dupliquer, par exemple, ces espèces de pastilles. Prenons l'exemple des pastilles, à la fraise. Vous dupliquez, le dossier pastilles à la fraise, et vous changez juste l'arôme en fruits des bois, comme ça c'est simplifié. Mais vraiment, un produit, une déclaration. Il est possible de désigner des mandataires, donc en fait, des entreprises peuvent se munir, d'entreprises spécialisées qui vont faire des déclarations à votre place et s'occuper de ces déclarations. Et ensuite, quand on fait une déclaration, et qu'on donne son dossier et ses pièces justificatives, l'entité responsable a 2 mois pour valider la déclaration, et elle apporte de nouveaux éléments, relance de les 2 mois d'évaluation. Donc voilà, il y a tout un système de nutri-vigilance, on va passer rapidement dessus, mais c'est tout simplement que les médicaments, vous le savez peut-être, ont, un système de surveillance, la pharmacovigilance. Aussi les produits agroalimentaires ont un système de surveillance, après sa mise sur le marché. Bah, les compléments alimentaires qui sont à statut particulier, entre denrées alimentaires, entre produits de santé, ont un système particulier qui s'appelle la nutri-vigilance. C'est un système de déclaration d'effets indésirables. L'objectif est d'améliorer la sécurité des consommateurs en identifiant rapidement d'éventuels effets indésirables liés à la consommation de certains aliments. Je vous ai mis le lien, en fait, tout simplement de la plateforme de déclaration, c'est nutrivigilance-anses.fr, tout simplement. La déclaration se fait en ligne, elle peut se faire par n'importe qui, que ce soit le consommateur, le producteur, un professionnel de santé, et cetera. À savoir que si on vous rapporte, vous vendez un produit par exemple, et que quelqu'un vient vous voir par exemple en disant: «Bah, j'ai mangé, telle denrée alimentaire, que j'ai acheté chez vous, depuis j'ai très mal dormi», vous êtes dans le devoir de déclarer, cet effet indésirable, sur la plateforme de l'ANSES. Ces déclarations ensuite, elles sont soumises à un groupe de médecins experts qui va évaluer ce qu'on appelle l'imputabilité. L'imputabilité, c'est tout simplement évaluer le lien de causalité. Est-ce qu'entre l'effet indésirable et votre, denrée alimentaire, on peut faire un lien? Est-ce qu'il y a un lien de causalité possible?
Sachant que, un effet indésirable, ça peut vraiment être tout. Ça peut être, de simples, mal de tête, ou problèmes de sommeil à l'hémorragie ou, à la crise d'asthme. C'est vraiment n'importe quel effet sur la santé. Si l'imputabilité, est forte, en tout cas si les médecins experts, le décident comme, il y a une enquête qui va suivre sur la denrée alimentaire en question, qui pourra être faite soit par l'ANSES directement, soit par le ministère de la Santé après, décision de l'ANSES et ensuite il y aura des suites. Ces suites, ça peut être très variable, ça peut être du changement d'étiquette, donc par exemple, plutôt, prendre ça 3 fois par jour et non 4 fois par jour. Ça peut être, heu, ça peut être aussi, un arrêt de commercialisation ou alors une modification de la population cible, de commercialisation. Donc voilà, on en arrive enfin à la conclusion. Donc je vous propose de résumer ensemble tous les points d'attention, essentiels, de cette petite heure, de présentation. Donc une allégation de santé doit être autorisée. Voilà, une allégation en fait, on peut très vite se mettre à faire une allégation de santé, mais la question est: est-ce qu'elle est autorisée? Voilà, donc elle doit être autorisée, sinon on ne peut pas l'employer et pour rappel, il y a un cadre à respecter. Ce cadre, nous l'avons vu, nous on a vu les derniers éléments. Ensuite, il faut différencier l'allégation de santé de l'allégation thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'une allégation de santé peut être autorisée dans certains cas. L'allégation de santé thérapeutique est strictement interdit et sévèrement peut être. Vous pouvez vous exposer en fait à de fortes peines parce qu'on rentre dans la commercialisation du médicament là, et c'est pour les professionnels de santé. Enfin, il est interdit de vendre des médicaments, en tout cas d'en faire la promotion. Ensuite, aucune allégation n'est autorisée pour les produits de la ruche. Donc c'est très important, de le rappeler. Aujourd'hui, à ce jour, on l'a vu, à cause de la complexité que de ces produits, on ne peut pas obtenir d'autorisation d'allégation de santé. Les allégations de santé en attente correspondent à un statut particulier et temporaire. Donc si, il n'y a aucune allégation de santé autorisée pour les produits de la ruche, le pollen bénéficie d'allégations de santé en attente. Mais pour ça, il faut quand même se rappeler que c'est un statut particulier et temporaire. Donc toujours être attentif aux évolutions de ce statut et bien se rappeler qu'il faut, pouvoir prouver scientifiquement qu'on propose un lien à la santé qui est prouvé scientifiquement avec un ensemble de revues scientifiques et aussi pouvoir prouver, sur des textes de loi qu'on utilise une allégation de santé en attente autorisée, enfin autorisée temporairement. Ensuite, que le complément alimentaire doit être déclaré. Ça, c'est la dernière chose, doivent être déclarés et qu'il y a une définition particulière. Pour aller plus loin, je vous invite à aller voir les fiches pratiques qui ont été rédigées, par l'équipe d'Inthérapie et mises en page aussi, par David Falk, qui a fait un très joli travail. Donc ces allégations de santé sont au nombre de 3. Vous allez avoir les allégations de santé en apiculture qui vont résumer un peu les généralités qu'on a vues aujourd'hui. Donc c'est vraiment toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui condensées condensées et mises au clair. Ensuite, il va y avoir les notions des allégations de santé en attente, le cas particulier du pollen. Donc si le cas particulier du pollen vous intéresse, je vous invite à aller relire cette fiche, sur le cas particulier du pollen et à la fin, vous trouverez la liste des allégations de santé en attente autorisées pour le pollen. À savoir que si vous présentez cette fiche en cas de contrôle, elle ne fait pas foi, il faut vraiment se munir de l'outil Excel de la DGCCRF. Donc voilà. Et ensuite, une fiche sur le complément alimentaire pour rappeler un petit peu, cet élément. Donc ces fiches sont disponibles sur le site internet d'Inthérapie, vous allez avoir le lien ici, voilà. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin dans certains points, sur certaines choses, notions et cetera, le rapport détaillé, sur l'ensemble des recherches, que nous avons effectuées, ces derniers mois sur les allégations de santé dans la filière apicole sera bientôt disponible sur le site d'Inthérapie. Donc, c'est un rapport de 57 pages, quelque chose comme ça, où il y a énormément de notions qui sont abordées. Donc, que ce soit, par exemple, vous avez envie, vous vous posez des questions sur, qu'en est-il de l'avancée scientifique? Qu'est-ce que disent, les preuves scientifiques aujourd'hui, sur, le bien entre, la gelée royale et tel, bien de santé, vous pouvez retrouver certaines notions là-dessus. Quels sont le mécanisme détaillé de dépôt d'un produit de santé, enfin pardon, d'une allégation de santé. Voilà, il y a toutes ces informations-là qui vont être disponibles sur ce rapport, qui est en relecture et qui sera bientôt disponible sur le site. Alors, ensuite, avant de passer aux questions, je vous propose de laisser un petit mot de la fin, pour Clara, qui est donc actuellement, secrétaire générale d'Inthérapie et qui s'occupe un petit peu, de toutes les questions sur les suites qu'il va y avoir. Donc, Clara, je t'en prie si tu souhaites prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Alors pas tout à fait, secrétaire, générale Chloé, mais du coup, moi, je suis en charge de la commission QT qui suit, qualité traçabilité, qui va suivre ce travail. Et genre juste pour information, donc c'est un travail qui a beaucoup plu et qui a beaucoup mobilisé, en fait, et qui a beaucoup intéressé, les apiculteurs et puis les échanges qu'on a pu avoir, et certaines demandes qu'on a pu recevoir. Et je voulais juste ajouter que c'est un travail qu'on allait un petit peu continuer et prolonger et qu'on allait prendre un petit peu aussi en main, côté Interrapis pour essayer de voir un petit peu les suites qu'on allait donner, à ce travail-là. Voilà, merci.